deuxièmement, la deuxième question, et s'il est circoncis, il n'a quasiment aucune chance d'avoir une infection urinaire. On va revenir sur ce point-là. Dominique, un commentaire sur ça? Oui, j'ai un commentaire d'une façon générale, je ne reviendrai pas dessus, mais ça fait partie des commentaires qu'on a eus, des discussions qu'on a eues avec Robert. Il a eu la gentillesse de me mettre comme discutant. Je suis un mauvais discutant. Il est meilleur que moi. Il est meilleur que moi parce qu'il est dans son cabinet. Je serais dans son cabinet, je serais beaucoup plus mauvais que lui, parce qu'il est plus habitué. Et ça rejoint ce que disait Mohamed tout de suite. Est-ce que l'état de l'enfant, on va avoir une appréciation totalement différente pour nous, médecins hospitaliers, où on hospitalise les enfants pour un état grave ou pour un état non grave. Parce que médecin hospitalier, on va pouvoir le revoir rapidement et le suivre rapidement, et redemander des examens. Donc, si vous voulez, le rôle difficile, le commentaire que j'ai à faire dans le rôle de Robert, ce qui est le plus important, c'est de dire que le gamin est bien et il n'y a pas besoin d'être hospitalisé. Donc, ça veut dire mon rôle de médecin hospitalier, où je vais pouvoir suivre, où je vais pouvoir apprécier un peu, n'a aucune importance, c'est à vous de décider. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la base de tout, c'est de juger de la gravité. C'est de juger de la gravité, et s'il est grave, bon, on peut l'hospitaliser, parce que c'est plus facile d'hospitaliser que de revoir tous les jours, pendant 3 jours, un gamin quand on est au cabinet. Voilà, c'est surtout ça ce que je voulais dire. C'est pas tout à fait. Est-ce qu'on peut donner un micro? Oui, il est là. Moi, je vais te dire ce qui se passe ici au Maroc. Et pourquoi il faut qu'on fasse les examens ici, chez vous et ici. Parce qu'en fait, quand il vient chez nous, il a déjà pris l'antibiotique. Donc, lui faire des examens, c'est pour arrêter l'antibiotique. C'est pour arrêter l'antibiotique parce qu'il vient déjà avec un antibiotique donné par le vendeur de pharmacie, même pas le pharmacien. Donc, c'est ça qui... Et ça, il y a vraiment une volonté contre ça, parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, je vous dis ça, voilà. Alors, ce petit enfant, il a eu, au cabinet, on a la chance de disposer d'une CRP en métronidazole. Je vous dis tout de suite qu'une CRP en métronidazole, ça coûte 2,5 €. Vous n'imaginez pas que ça coûte très 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 cher. Hein. Ça coûte moins cher que les traitements antibiotiques qu'on a proposés. Elle était à 122, il a eu une radio-thorax, il avait un foyer pulmonaire. Alors, c'est juste pour vous dire, on va essayer de décortiquer. Maintenant que vous savez qu'il a un foyer pulmonaire, on va revenir sur décortiquer le cas après. Hein. Qu'est-ce que vous lui prescrivez maintenant? Qui prescrit de l'amoxicilline? Qui prescrit de l'Augmentin? Qui prescrit de l'azithromycine? Et qui ne prescrit pas d'antibiotiques? Plus personne, je pense. Maintenant qu'on sait qu'il a un foyer pulmonaire. Alors maintenant, Claire, on ne va pas revenir. C'est l'amoxicilline qui est le traitement de pneumopathie fébrile, ni les macrolides, ni l'Augmentin. Vos enfants sont vaccinés contre l'hémophilus B. Il n'y a aucun avantage. J'y arrive, je te donne la parole juste après. Il n'y a pas aucun avantage de l'Augmentin sur le pneumocoque. Vous avez une cible, c'est le pneumocoque. Maintenant, si ça ne marche pas, c'est une autre discussion derrière. On pourrait avoir un micro pour M. Doyen, normalement ça doit aller plus vite dans cette voiture. Merci Robert. Alors, moi je vous avais dit que ça allait plus vite dans cette voiture. Il y a très rapidement 2 niveaux de discussion. Amoxicilline, amoxicillinacide clave, il faut leur expliquer le mécanisme de résistance. Une fois qu'il est expliqué, les gens sont convaincus et ne prescrivent plus l'amoxicillinacide clave devant une pneumonie présumée d'origine pneumococcique. Parce que le mécanisme de résistance n'est pas enzymatique, c'est une modification de la perméabilité, donc ça ne sert à rien de rajouter l'acide clave. Deuxième niveau de discussion, j'aurais dû souhaiter rajouter cefixime parce que malheureusement, nos praticiens prescrivent beaucoup de cefixime devant les pneumonies. Or, les céphalo 3e génération orale, ce sont de mauvais antibiotiques anti-pneumo. C'est très important. L'amoxicilline, elle est largement suffisante. Voilà. Excusez-moi, Robert. Non, mais j'ai conçu ce topo exactement comme ça.
C'est-à-dire qu'on discute chaque. Parce que je n'ai posé aucun maladie ici, c'est juste qu'on ait une réflexion entre nous, comment on arrive au diagnostic, et là, autant que de temps en temps il n'y a pas de réponse claire, vous allez voir qu'il n'y a pas de réponse claire en catholique. Par exemple, je reprends le catholique de San Paul. D'accord, Robert? Oui, je vois pas. Ici, oui, excuse-moi. Oui. C'est juste un. Alors, dans cette approche, est-ce que tu n'introduis pas la notion du taux de résistance dans un pays donné pour le pneumo? Alors, tu as tout à fait raison. La question, elle est qu'aujourd'hui, grâce au vaccin pneumococcique conjugué, la résistance a beaucoup baissé. Pratiquement, l'idée actuelle dans beaucoup de pays, mais je pense qu'ils ont dit docteur, c'est de dire qu'on va même réduire les doses d'amoxicilline. Parce que les doses qu'on a utilisées, vous vous rappelez, quand, en 1993, la dose d'amoxicilline, avant que la résistance du pneumocoque devienne un problème, la dose d'amoxicilline qu'on prescrivait, c'est 30 à 40 mg kg jour. Quand les pneumocoques sont montés, on les maintenait à 80 et certaines fois à 150 mg kg jour, qui est le maximum qu'on peut utiliser péros, parce qu'après il y a des cristalluries, ça donne des lithiases, donc il faut faire attention. Et maintenant, avec l'utilisation des pneumocoques, mais il m'en reparlera ce soir, il y a une très jolie étude sur ça, et la résistance a suffisamment baissé pour dire que la dose de 80 mg kg aujourd'hui, je ne peux pas vous donner le chiffre marocain, mais en France, 97% des pneumocoques sont sensibles à cette dose-là d'amoxicilline, dans le contexte actuel. Est-ce que ça sera vrai dans 3 ou 4 ans? C'est une autre discussion. Est-ce que c'était vrai en 95? C'était pas tout à fait vrai. Oui, un micro là-bas. Mohamed, tu peux, M. Bouskraoui, tu peux amener le micro à la dame? Bien sûr, avec plaisir. Faire bouger un doyen, c'est quand même. Oui, je voulais revenir sur le fait que vous avez parlé de. Excusez-moi, je n'entends pas bien. Oui, alors c'est un nourrisson de 21 mois qui a fait depuis la veille une fièvre à 40 avec une toux, avec un très bon état général et tout l'examen était bon. Moi, je n'aurais pas. Moi, je sens la virose, je me dis, je donne un antipyrétique et je laisse, et je exerce en ambulatoire. Donc, je donnerai peut-être l'analyse de CRP à faire à l'extérieur, parce que ça ne se fait pas en cabinet. Si jamais, au bout de 48 heures d'antipyrétique, ça ne marche pas, vous faites la CRP et vous ramenez le bébé. Maintenant, je vois que votre attitude à vous, bien sûr, il y a beaucoup de technologies qui suivent. Donc, vous avez la microméthode pour faire la CRP, donc vous êtes à l'aise, vous avez du sang 22. Et puis, bien sûr, vous allez demander l'envie de poumon, et le tour est joué, et le diagnostic est fait en 5 minutes. Donc, les contextes diffèrent en fait. Dans un contexte de marocain avec l'autoconsommation énorme d'antibiotiques, et puis avec la technologie qui ne suit pas tous les jours, et puis les moyens des gens qui ne sont pas toujours là. Donc, je pense qu'il faut tempérer, adapter l'attitude à. Votre attitude est excellente. Je n'ai pas dit que la solution était de faire la radio et de faire la CRP. Je dis qu'on peut passer à côté de pneumonie, mais si vous prenez la prudence de l'envoi à 48 heures, etc., je n'ai pas donné de bonne réponse. Autant je vous donne une bonne réponse pour vous dire c'est l'amoxicilline, pas l'augmentin, pas l'azithromycine. Autant, comme je vais vous montrer tout à l'heure, d'un pays à l'autre, ça peut changer. Ce que vous faites est très 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 bien, je l'ai dit. On est bien d'accord. Alors maintenant, juste pour insister, parce qu'on est des cliniciens et on a été élevés avec l'idée que la clinique c'était important et on a raison de cela. Mais il faut quand même modérer. Par exemple, dans les recommandations de l'OMS, on dit il faut une polypnée dans les pneumonies. En fait, quand on fait systématiquement des radios, on passe, il y a un enfant sur 2 qui n'a pas de tachypnée, qui a quand même une pneumonie. Donc ce n'est pas un signe assez sensible. Quand elle est là, très bonne. Quand elle n'est pas là, ça diminue. Le deuxième truc, moi, c'est quand un enfant siffle, il réduit son risque de pneumonie de 2 à 3. Quand il siffle, ils n'ont généralement pas de pneumonie. Ils peuvent avoir des crépitants trucs, mais si en plus des sibilants, ça réduit le risque de pneumonie, et ça rejoint le topo que vous avez fait sur l'âge tout à l'heure. Et alors,
le point essentiel, c'est les crépitants. Alors moi, je pensais que les crépitants étaient quelque chose de pathognomonique quand j'étais étudiant pneumonique. Quand on regarde les études, le rapport de vraisemblance positive des crépitants, c'est 3. Il multiplie le risque par 3. C'est-à-dire qu'il y a des gosses qui ont des crépitants, on fait une radio aujourd'hui, demain, après-demain, ils n'auront jamais de pneumonie radiologique. Et on sait très bien que la radio peut être en retard. Hein. Je veux dire, c'est une première radio dans les 24 heures, on sait qu'elle peut être normale, la radio. Mais les crépitants, non. C'est un très bon signe. Hein. Si vous avez la fièvre 39-40 sur une tachypnée des crépitants, basta, on est arrivé. Mais sinon, les signes individuellement, ils n'ont pas beaucoup de signes, ça donne beaucoup de choses qu'ils ont en avoir. Et alors, pour ça, pour vous dire, pour rejoindre votre question, madame, c'est la suspicion de pneumonie. Et bien, en fond, alors, vous savez, tous les pays ont accès à la même littérature maintenant. Tout le monde va sur PubMed, on regarde, on a la méthode de recherche, et on regarde. Tous ces pays ont lié la même littérature. Et ils arrivent à obtenir des recommandations différentes. Les Français disent pas de diagnostic de pneumonie sans radio. Le diagnostic de pneumonie est radio-clinique. D'accord? Les Américains disent mais non, c'est pas nécessaire le plus souvent. D'accord? On a lu la même littérature, hein, il n'y a pas de problème. Hein. C'est le poids qui donne les choses en fonction de notre système. Et les Anglais, depuis 2015, sont, à cause de ces chiffres que vous avez vus de monter, ils ont mis dans les cabinets pédiatriques, pas pédiatriques, dans les cabinets de GP, puisqu'il n'y a pas de pédiatre en ville au Canada, ils ont mis la serpent microbienne. Ça veut dire devant le même problème, c'est pour ça que je rejoins votre réponse, la réponse ne va pas être la même dans tous les pays et qu'il faut voir cette ligne. Donc, c'est bien ça que j'ai voulu faire sentir par ce cas clinique, qui est extrêmement simple, que d'un pays à l'autre, on peut gérer différemment. Moi, je vais passer sur cette diapo-là. Je pense qu'il faut avoir ça en tête, c'est ça la réflexion. La réflexion, on va faire par exemple ce que vous disiez, madame, une famille très fiable que je peux revoir dans 48 heures, 24 heures, il a ce âge-là, et puis d'autres, je sais que ça va être médical, il est le soir, etc., mais je vais faire la CRP microbienne. Vous voyez, alors que j'ai sous la main, je ne vais pas l'utiliser. Alors, je vais vous expliquer, pour vous donner un chiffre pour la CRP microbienne. Dans mon utilisation, je ne l'utilise pas 2 fois par semaine. Parce que l'analyse clinique est clé. Il ne faut pas croire qu'on va sauter à chaque fois sur les examens complémentaires. Il ne faut surtout pas sauter sur les examens complémentaires. Mon message, c'était de dire un examen complémentaire hors, pas bien demandé, il vous apporte plus de défauts que de qualité. Alors, je vais vous dire de la deuxième cas clinique. Oui. Est-ce que la controverse n'est pas due au fait que les anglo-saxons, la définition de la pneumonie chez les anglo-saxons n'est pas la même que chez l'école francophone? La pneumonie franche-lombaire aiguë chez les francophones, ce n'est pas la même chose que la pneumonie chez les anglo-saxons, ou bien c'est un fourre-tout. Alors, et c'est ça peut-être la difficulté, pourquoi eux, ils ne font pas la radiographie systématique, parce qu'il y a un fourre-tout, il y a plusieurs formes de pneumonie chez eux, alors que dans l'école française, la pneumonie franche-lombaire aiguë, c'est le syndrome de condensation pulmonaire avec des rades crépitants, et ainsi de suite, et vous trouvez la radio, le syndrome de condensation à la radio. Alors, il y a une partie ça, mais qui n'est pas complètement, parce qu'ils les mettent sous antibiotiques, il n'y a pas de radio, tu vois ce que je veux dire, la conséquence, c'est les antibiotiques. Le problème, c'est le système de santé. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Saïd, de dire, voilà. Le problème, là, en l'occurrence, ce que disait Saïd tout à l'heure, dans le contexte marocain, ils vont être déjà sous antibiotiques avant que je le vois. Dans le contexte américain, où vous savez que les médecins sont payés non seulement à l'acte, mais aux examens, plus ils demandent d'examens, plus ils sont payés, plus ils font de trucs, ils sont payés. L'Académie américaine de pédiatrie dit stop, arrêtez de demander des trucs payants. C'est ça le message. Les Anglais, le GP, il est complètement surchargé. Il ne peut pas se permettre de revoir 24 ou 48 heures après le truc. Donc il dit, mais mon problème à moi, c'est ça. On lit la même littérature, mais le système de santé qui est en place chez moi va m'autoriser ou m'a pas m'autoriser à faire ça. Donc il y a ce problème de définition qui a quand même à peu près calmé l'OMS maintenant sur la définition. Et il y a ce problème de système de santé existant, comment sont payés. Est-ce qu'ils veulent voir des patients où j'en veux plus parce que le GP, il a son nombre de patients, il n'est pas payé à l'acte, il est payé
mensuellement. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous faire sentir. Alors, j'ai vu plein de dire, on ne va pas les faire. Une toute petite remarque pour soutenir un peu ce que disait notre collègue Bensoussi et dont on a discuté ensemble, c'est que de toute façon, tout ça va être pondéré par l'impression clinique du médecin. Parce que même si on dit on a suffisamment de signes et tout, de temps en temps, assez souvent, on va se dire on va quand même être sûr en faisant une radio de thorax, d'autant qu'il y a, c'est un autre problème, des échecs et tout pour chacun. Donc, on en revient toujours à ce que tu disais au début, encore plus à une analyse clinique qui fait que la gravité du tableau clinique va permettre de dépasser les recommandations. Enfin, des recommandations officielles, c'est-à-dire non pas de s'en abstraire, mais de dire il faut les compléter. Alors, je prends un deuxième cas clinique qui montre la difficulté justement de la pratique clinique de première ligne. D'accord ? Donc vous avez cette princesse de 5 ans, sans antécédent dentaire, elle vient en consultation, elle a 5 ans, pour 38,5 et otagie gauche. D'accord ? Apparu la veille au soir. Et puis, avec votre bel iPhone qui prend des photos, puisque c'est ça, vous voyez son tympan, ça c'est du cérumen, et vous voyez que le tympan, il y a une bonne luminosité, on voit très bien la prophyse externe qui mange du marteau, donc on n'a pas de chiffre, on a une otagie. Et vous regardez sa gorge, d'accord ? Qu'est-ce que vous dites de sa gorge? Elle se plaint de pâtisserie. Qui dit que la gorge est normale? Qui dit que la gorge est anormale? La majorité ne savent pas. Je veux dire, elle est critiquable. On va revenir sur ce. Tout est facile, vous voyez, mais non, c'est pas vrai. Tout n'est pas facile. Le reste de l'examen clinique est normal. Alors, cette jeune fille maintenant, elle a 38,5, elle a une otagie, vous voyez bien son tympan, elle n'a pas de kit, et sa gorge, elle vous dit je sais pas. Alors, maintenant, on est devant cette petite fille, qu'est-ce que vous lui prescrivez? Je sais que tu vas me dire qu'au Maroc, elle était déjà sous antibiotiques quand elle était venue, mais si elle n'était pas sous antibiotiques, qui lui prescrit que des antalgiques, si elle a de mal, okay. Qui lui prescrit de la mox? Personne. Il n'y a pas de TDR à strepto au Maroc, et qui fait une certaine microméthode? Personne. Donc, on est devant une majorité de gens qui vont prescrire de l'amoxicilline. Et alors, vous avez raison, parce que des fois, le diagnostic d'angine, il est évident. Quand vous voyez cet aspect-là, quand vous voyez cet aspect-là, quand vous voyez une vraie différence de couleur, etc., c'est facile. Mais ça, c'est le même enfant que j'ai pris avec 2 appareils différents. Là, vous dites qu'il n'y a pas d'angine, là, vous avez un doute. En fonction de la qualité de votre lumière, vous n'allez pas avoir la même chose. Donc, un truc qui paraît extrêmement simple, en fait, il est là. Bon, heureusement que la majorité sont comme ça. Alors, nous, on a la chance d'avoir un TDR streptoral qui est franchement positif. Alors, on se dit, mais pourquoi on l'a réalisé? Parce que la première cause d'otalgie chez le enfant, c'est l'angine. Il n'y a pas de problème. D'accord? A fortiori, s'il est pendant. L'aspect de la gorge n'est pas toujours facile à interpréter, on l'a bien vu. Et si on passe à côté, quels sont les risques? L'antibiothérapie réduit le risque de complications. Le risque de RA, de Corée, fonction du pays, on a un pays où il y en a encore pas mal. Réduit le risque de complications suppuratives, elles sont quand même exceptionnelles. Raccourcit la durée des signes cliniques et diminue le risque de contagion. Le risque de contagion, c'est un point qui est important. Donc, voyez comment un outil. Alors, je reviens, Mohamed, j'espère que tu vas faire. Vous allez essayer de faire évoluer pour que les médecins marocains aient accès, ou dans d'autres pays du Maghreb aient accès. C'est juste, je peux vous dire qu'un TDR streptoral, en France, ça coûte 1 €. Est-ce que, même si c'est facturé par les banques, est-ce qu'il y a un traitement antibiotique qui coûte moins d'1 €? Je vous pose la question. Non, il n'y en a pas. On est bien d'accord que ça soit remboursé par le truc ou que ça soit un truc, c'est 1 €. Point. D'accord? Et ça permet de. Donc, on a encore un petit peu de temps, parce qu'on s'arrêtera à 30, on a commencé en retard. Une précision. Oui.
tu as dit que le maladie numéro 2, avec ce qui l'autre a dit, c'est toujours l'angine. Non, je n'ai pas dit c'est toujours. C'est la